Hello, des carpes et des muets par Edith Masson aux éditions du Sonneur. Alors voici la quatrième de couverture. Un village ordinaire. Jusqu'à la découverte un matin d'un sac rempli d'ossements humains noués à l'échelle d'un canal. Au comptoir, devant le picombière, on raisonne, on soupçonne, les souvenirs remontent, on se souvient d'un soldat allemand qui s'est tardé après la guerre, d'une jeune fille tôt enterrée, d'une noyade suspecte, d'une disparition mystérieuse, d'histoires d'amour honteuses, de jalousie de bastringue. On décortique les généalogies familiales. Tout fait indice. Pendant 24 heures, on ressasse l'incompréhensible, on évoque les morts, on invoque les morts et le passé, une journée et une nuit d'efforts afin d'établir une vérité où l'événement domestiqué pourra enfin trouver sa place, permettant aux choses de retrouver leur logique et aux jours de reprendre leur cours ordinaire. Jusqu'à la prochaine fois. Alors, ça commence comme un polar, bon, beaucoup l'ont déjà dit, mais en fait, c'est pas du tout un polar. Donc ça se passe dans un milieu rural, dans un petit village qu'on ne situe pas tellement, mais bon, voilà, un village français, avec des personnages qui s'épient jusque dans leur silence. Et ça donne donc des carpes et des muets, et ça donne une belle fresque de beaux personnages avec des prénoms super bizarres, comme Flox, Hilaire, Polycarpe. Voilà, donc je vais vous en lire un passage, un chapitre, un des tout derniers chapitres. Boule, installé sur une grande pierre froide du talus qui surplombait le village, pensait à sa femme couchée dans le grand lit qu'on leur avait offert pour leur mariage. Un lit de chêne baroque à tête sculptée de flammes montantes. Il ne lui plaisait pas. Il avait rêvé d'un lit plus sobre et plus aimable, mais ils avaient accepté ce cadeau en remerciant. Ce qui se disait d'autre, assis sur cette pierre froide, plutôt que d'aller faire éteindre les lampadaires et renvoyer tout ce monde dans ses foyers, mais tout à coup il s'en fichait, c'est que Clovis était rentré chez lui, qu'il avait pénétré dans la chambre où sa femme dormait nue et sûrement découverte parce qu'il faisait très chaud, qu'il avait vu son corps dans la lumière orangée de la fenêtre. Cette pensée tourmentait Boule au plus haut point. Il se disait que chaque fois, désormais qu'il verrait sa femme, il y penserait. Peut-être Clovis n'avait-il pas songé à mal. Peut-être, et c'était possible, vivait-il encore dans ce temps où les uns pouvaient entrer chez les autres sans prévenir, parce qu'on partageait le même bain vital, qu'on nageait dans la même eau, le même esprit de communauté. Il avait cherché le portable dans l'entrée, ne l'avait pas trouvé, il avait donc cherché là où, raisonnablement, il pouvait espérer le trouver, à côté du lit, sur la table de chevet. Peut-être même que ses yeux, à l'affût du portable, n'avaient pas vu Irène. Ces mots résonnaient en lui et dessinaient dans sa tête l'image d'un Clovis passant son grand corps dans l'entrebâillement de la porte d'entrée, ouvrant les pièces une à une, la cuisine, le salon, la salle de bain où sa femme avait peut-être laissé traîner sur le lavabo sa brosse à cheveux, la bleue au picot serré, longue pour l'eczéma, et juste à côté la petite trousse de maquillage que Boule lui avait offerte pour leur premier anniversaire de mariage. Tout usé, mais elle n'en voulait pas d'autre. Un sous-vêtement jeté sur le panier à linge, Clovis jetant de rapides coups d'œil partout, frôlant les tiroirs où dormaient leurs secrets, montant les escaliers deux par deux. Pourquoi deux par deux, se demandait-il, peut-être à cause d'un film qu'il avait vu, il ne savait plus lequel. Poussant la première porte, celle qui ne grinçait pas, puis s'arrêtant, une main sur la cloche pour contempler, ramasser d'un côté du lit, découvert, le corps nu d'Irène, livrant tout d'elle-même. La lumière orangée creusait des plis de théâtre dans le drap froissé. La main paume ouverte invitait au regard. Et sur la peau plus claire de l'intérieur du bras, une veine sombre traçait une ligne jusqu'au creux de l'aisselle. Et les seins, ronds et doux. Il aurait voulu chasser comme on chasse une mouche cette image de Clovis penché sur le lit, tendant le bras,
attrapant ce portable que Boule tenait en ce moment même dans sa main et qui sentait si chaud, presque vivant contre lui. Il aurait voulu appeler Irène, entendre sa voix. Il n'osait pas. Il ne voulait pas réveiller les enfants. Garder, entreposer, enfouir cette angoisse par-dessus toutes les autres. Allez voir Clovis plutôt. Il n'était peut-être pas couché. Il se leva et tira son corps afin d'en calmer les tensions. Il passa devant la petite maison de Carlotte. Sûrement plongé dans un sommeil heureux et profond, lisse et calme. Dans 2 ou 3 heures, elle s'éveillerait et humerait l'aube, contente d'avoir dormi tout son sou. Il y avait des gens comme ça. Elle avait dit quelque chose d'amusant aujourd'hui au moment de sa retournée chez elle, alors qu'il s'affalait sur une chaise après le départ des journalistes. Il l'avait entendu parler dehors avec Hermine, de cette femme de Prague qui cherchait sa sœur. Elle disait que cette sœur aurait pu être Anne Bold. Parce que sinon, qui d'autre? Elle était très excitée, elle venait de penser à ça. Malgré lui, en dépit de son accablement, ou à cause de lui, il s'était intéressé à cette conversation qui lui était parvenue à travers le rideau de velours. Elle l'avait distrait de son angoisse. Carlotte, dévoreuse de films et de romans, avait une imagination fertile, un esprit logique. Ce qu'elle racontait tenait toujours debout. Malgré les précautions et les conditionnels, ne pouvait s'empêcher d'y croire. Flox était-il un enfant d'ici? Hilaire était-il bien celui de sa mère? Carlotte, de sa voix, vive, semait les hypothèses à la volée. En y repensant, Boule en avait le tournis. Mais alors quoi? Avait dit exaspérée Hermine à Carlotte. Alors on ne saura pas, c'est ainsi. La femme de Clovis joustait le ruisseau. Il l'entretenait seul, comme les siens avant lui, par défaut d'imagination, comme une fourmi marche derrière une autre. Boule sans toquet poussa la porte d'entrée qui était ouverte. Clovis était le seul à ne pas changer. Il vivait encore dans cet esprit d'autrefois qui voulait qu'on se sente chez les autres comme chez soi, parce que tous ont formé une famille. Il était toujours le premier à aider quand il y en avait besoin. Il conservait ses vieilles façons, les répétait sans penser ni à bien ni à mal. La porte d'entrée donnait presque immédiatement sur une autre, qui elle-même donnait sur la cuisine. Phyllis, qui était couchée comme un sphinx, regarda Boule sans bouger. Elle gronda quand il fit mine d'avancer. Chut, lui ordonna Clovis en refermant la porte de ce qui était sans doute une chambre. Boule pensa qu'il avait dû y rentrer un jour avec sa mère en visite. Il avait le souvenir d'une femme alitée, d'un papier grec à colonnade qui devait encore y être. Clovis n'avait pas l'air surpris de le voir. « C'est toi ? » ?»« Oui. »« Pas couché non plus ? » ?»« Ben non. »« Tu bois un coup ?» Les strates de poussière qui s'accumulaient aux endroits les moins accessibles, ceux que Clovis ne songeait pas à nettoyer, devaient porter des odeurs fossiles que la mémoire de Boule identifiait à son insu. L'air confiné sentait un âge révolu. Il faisait surgir en lui des images de jupes d'une autre mode, de pantalons à plis, de buffets ouverts, avec l'odeur aigre de salade confite, de tiroirs à tabac ou à crayon. Clovis posa 2 verres à côté du saucisson et d'un opinel à lame grasse, tira le bouchon d'une bouteille de prune. Boule supportait mal l'eau-de-vie et l'alcool en général, mais à cette heure-ci et dans l'état où il était, boire un coup était sûrement ce qu'il avait de mieux à faire. Clovis leva son verre, ils trinquèrent. « Quand tu es entré chez moi, dit enfin Boule, que l'alcool venait de frapper d'un coup de massue, tu n'as rien remarqué. » « Non. » Boule avait beau chercher, les yeux de Clovis ne disaient rien d'autre que non. Mais on ne savait jamais avec lui, son visage n'exprimait rien. Il avait eu très tôt cet aspect de terre cuite. Boule ne se souvenait pas l'avoir jamais vu perdre pied, ni s'émouvoir, ni éclater d'un rire spontané. Pourtant, on pouvait toujours compter sur Clovis, plus que sur n'importe qui. L'angoisse de Boule se dissolut doucement. Phyllis, couchée à leurs pieds, allongea sa tête sur ses pattes alignées. Contre toute attente, Boule se sentait en sécurité pour la première fois de la journée. C'était peut-être l'alcool, ses odeurs, ce chien endormi, le calme de Clovis. Il en avait maintenant la certitude. S'il lui demandait « Clovis, est-ce que tu as vu, est-ce que tu as touché ma femme ?» Celui-ci répondrait, pas plus troublé que ça, avec un léger silence dû à la surprise « Tu déconnes, mon vieux. »
Clovis ne poserait pas de questions. Il remplirait de nouveau les verres, il se trinquerait, tout ça se rincerait d'un coup de gnôle. Boule poussa un profond soupir. Tiens, dit Clovis en désignant la fenêtre du menton. C'était Basilide. Elle entra et s'assit à leur côté. Clovis lui tendit un verre. La scène semblait familière, ainsi ces deux-là se fréquentaient. Ils avaient en effet quelque chose d'un vieux couple. Boule se dit que ça pouvait se résumer à ça, l'histoire qu'ils n'avaient même pas la force d'imaginer entre eux. Partager le silence. Il ne voyait pas la nécessité de chercher un autre motif au fait qu'ils se retrouvent de cette façon la nuit à l'improviste. Elle sans sa mère, lui avec son chien. Ne pensant à rien, justement, juste ensemble. La nuit allait finir, une lassitude heureuse envahissait les muscles de Boule. Il crut entendre les notes claires et mélancoliques d'un piano monter doucement des doigts d'une jeune fille aux longs cheveux blonds sommeillant sur sa nuque, dans la pénombre d'un salon, un beau dimanche d'été. Ce genre de rêve, ce genre de paix. Ça va ta mère demanda Clovis à Basilide. Elle haussa les épaules. Tu n'es pas rentré? Je ne voudrais plus rentrer. Elle veut dire je voudrais ne plus rentrer, pensa Boule, qui sentait sa raison continuer doucement à s'évaporer. J'en ai marre. Ça se comprend, dit Clovis. La phrase de Basilide tournait dans la tête de Boule. Il l'entendait résonner d'une manière curieuse. Mais plus il cherchait à en percer le sens, plus celle-ci s'éloignait de lui. Comme ces chats qu'on croit pouvoir approcher parce qu'ils ont l'air de vous attendre et qui filent dans un tressaillement dès que vous passez un seuil invisible. Puis qui s'arrêtent un peu plus loin et vous regardent à nouveau avec cet air de vous attendre, qui vous entraîne dans une course sans fin. Une de celles qu'il avait faites un jour enfant. C'était un chat tigré, libre, né dans un hangar. La scène lui revenait d'une étonnante exactitude. Le chat assis sur une pierre immobile accessible, sa queue remuant à peine, ses yeux jaunes brillant comme des bijoux dans la fourrure, il revoyait ses mains d'enfant tendues vers l'animal. Le blanc rosé de la peau par-dessus les tigrures aux belles nuances de brun. Quand il se croyait tout près de le toucher, le chat faisait un bond pour se poser plus loin, ou, de nouveau assis, il se léchait la patte. Ils parcoururent comme ça ce qui, dans son souvenir d'enfant, passait pour des kilomètres. Une course interrompue par les cris de sa mère qu'il avait oubliés, perdue qu'elle était dans sa conversation. Sa mère qui le ramassa contre elle dans une pression angoissée de la main, tout en murmurant à quelqu'un ces mots « Je voudrais ne plus rentrer ». Sa mère avait-elle réellement dit ça, ou était-ce un tour, une torsion de sa mémoire travaillée par l'insomnie? Il le faut pourtant, ma Lily. La voix qui avait dit ces mots avait un accent, c'était celle de quelqu'un qui captivait sa mère. Boule était tiré frénétiquement sur sa jupe pour qu'elle le regarde et le prenne dans ses bras. Non, 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 tu es trop grand. Or, elle l'avait encore porté le matin même, et elle le porterait encore quand il faudrait rentrer, vive et pressée, comme elle l'était toujours. Le goulot de la bouteille d'eau-de-vie cogna une nouvelle fois les verres. Basilide était curieusement blême sous la lampe à suspension. La lumière trop crue alourdissait les traits de son visage, en soulignait les plis et les rides. « Pourquoi tu m'as appelée Lily » articula-t-elle d'une bouche pâteuse. Boule avait dû penser à voix haute. « Je ne t'ai pas appelée Lily. »« Si !» La voix de Basilide était acide. Il percevait la piqûre d'un cri. « Pourquoi tu as dit ce nom et de cette façon-là? De quelle façon? Ta mère ne s'appelait pas Lily. Une fois, quelqu'un l'appelait comme ça. Heinrich? Qui? Heinrich? Dans le silence pesant qui suivit, Boule trouva la pièce retrécie, tassée, infiniment plus étroite que dans son souvenir d'enfant. C'est vrai, personne ne l'a appelé comme ça, répétait-il d'une voix sourde. Je l'ai juste entendu une seule fois, un homme, d'une drôle de façon. La lumière de la lampe lui faisait mal aux yeux. Il la voyait aplatir le visage de Basilide, lui faire une tête de brute. Elle prononça des mots inintelligibles comme pour elle-même, butée, crut-il entendre. Je me demande s'il n'y a pas eu quelqu'un, la châtie brusquement, ma mère.
Il était le plus surpris des trois à découvrir cette pensée en même temps qu'il l'a formulée. Un jour, j'ai trouvé un bijou dans la poche de son gilet. Elle a crié, me l'a pris des mains, il ne fallait pas en parler. Une fleur, avec un cœur bleu. Il aurait voulu ravaler ses mots. Malgré l'engourdissement dans lequel il s'enfonçait, il pressentait combien ce qu'il venait de révéler allait demain le tourmenter. Il entendait encore confusément la voix de sa mère. Il ne faut pas en parler. Et ressentir encore du fond de son hébétude cette terreur de trop parler, de trahir sans le vouloir, au pire, de céder à la tentation de le faire, parler. S'étendre enfin de tout son long, sans crainte, délivré. Il n'est jamais parti. Jamais, jamais. Basilide, à l'autre bout de la table, tassée, rembrunie, prenait la consistance du granit. Sa bouche, figée, marmonnait des paroles inaudibles. Qu'est-ce qu'elle dit demande Boule à Clovis. Laisse tomber. C'est la prune, ça lui fait dire des conneries. C'est chaque fois pareil, elle n'en sait rien si sa mère l'a buté. Qui? L'allemand. Ça pourrait tout aussi bien être la tienne. On n'en sait rien, faut pas chercher. Ma mère? Tu dis qu'ils étaient ensemble. J'ai dit ça, mais non, s'écria Boule. Je ne sais pas, je n'y avais jamais pensé. Peut-être même que je n'y pense pas aujourd'hui. C'est comme pour ma femme. Il savait qu'il allait aussitôt regretter ce qu'il s'apprêtait à dire, mais il n'y pouvait plus rien. Qu'est-ce que tu as fait à ma femme quand tu es retourné chercher le portable? Clovis ne répondit pas, la tête ployée sur le regard incroyablement froid de Basilide, pétrifié à la lumière trop vive de la lampe. Ses lèvres inhabituellement fines, serrées dures, ses mains ramassées. Elle le fixait de ses yeux qui semblaient tout voir, tout comprendre. « Tu déconnes, » dit Clovis. Cette phrase tombait trop tard, après une hésitation, un trouble qui ne faisait pas de doute, affola Boule, au-delà de toute mesure. Il se dégagea de la chaise, sortit précipitamment de la cuisine. L'air, mauvais, rance, l'oppressait. Il courut. La lumière s'agita violemment derrière la fenêtre. Des carpes et des muets. Édith Masson, aux éditions du Sonneur. Bisous.